hein. On va un petit peu parler de la question de la régularité, des séances et éventuellement de la question de l'irrégularité. Heu, Vous êtes, tous, plus ou moins au courant, de ce qu'est la régularité, en psychanalyse. Mais ce soir, on va essayer un petit peu de comprendre ce qui est en jeu, de voir effectivement, quelle est l'importance de cette régularité et voilà, je vais vous expliquer un petit peu, de la meilleure façon qui soit, heu, de vous présenter finalement cette idée même, cette idée de régularité dans ce qu'elle a de plus aussi de plus naturel en soi. Donc la régularité, on va surtout finalement la trouver, en tout cas, on va pouvoir aussi la mettre en relation avec, l'idée même, de rythme, hein, que c'est de ça dont il est question. Quand on parle de régularité, on fait bien évidemment à la question du rythme, temporel et le rythme, je dirais qui est le plus naturel qui soit, bien évidemment, c'est tout simplement le rythme cardiaque et c'est ça qui va n déjà nous donner une certaine, idée de ce qu'est la régularité, hein, puisque, pour être vivant, il faut déjà un rythme cardiaque régulier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pulsations par minute qui doivent être donc qui doivent, heu, être rythmées de manière régulière afin qu'on puisse, tout simplement, être toujours encore en vie. Donc la régularité déjà en termes de rythme cardiaque, c'est ce qui garantit la vie. C'est ce qui fait qu'on est encore ici en train de parler, qu'on est vivant. Donc donc ces battements cardiaques, hein, ces pulsations, hein, elles sont uniformément espacées et le cœur bat à un rythme constant et prévisible. Donc ce nombre de battements par minute reste donc relativement stable sur une période donnée. Donc vous connaissez tous ce rythme, hein, sur lequel, en tout cas, se base le rythme cardiaque, hein. Ça fait quelque chose comme un deux, un deux, un deux, un deux, un deux. Et c'est quelque chose, bien évidemment, qui se répète dans le temps et qui fait que nous sommes en vie. Le rythme, la régularité en tout cas, qui est sous-jacente à ce rythme cardiaque, donc fait, qu'il y a un mouvement et que la vie est possible. Pour autant, il existe, ce qu'on appelle aussi un rythme cardiaque irrégulier, ce qui permet entre autres, de, comprendre, de faire émerger certaines pathologies. Donc les battements cardiaques varient en termes d'intervalle entre chaque battement et cela peut être causé donc par des anomalies cardiaques, des troubles du rythme, hein, comme voilà, comme la tachycardie, comme la fibrillation auriculaire, des conditions médicales sous-jacentes ou même des facteurs externes tels que le stress, hein, ou la consommation de certains médicaments, hein. Donc, ici, le nombre de battements par minute peut fluctuer de manière significative sur une période courte. Globalement, on dit que un rythme cardiaque régulier se situe entre 60 et on va dire 100 battements par minute. Dès l'instant où, on s'approche des 160, des 240 battements par minute, effectivement, on est ici dans un rythme cardiaque qui peut, voilà, aussi présenter, heu, voilà, quelque chose, heu, voilà, qui en tout cas qui ne fait plus partie de la norme à l'état de repos, j'entends. Donc le rythme cardiaque, c'est déjà quelque chose qui va nous donner une certaine idée de la régularité. Donc quelque chose qui se répète et qui se répète dans le temps de manière, on va dire, uniforme. Alors ensuite, c'est ça qui est intéressant, vous savez que le rythme cardiaque, c'est aussi ce qui permet aussi de en tout cas, de définir un certain un rythme, musical, hein, pour donc c'est intéressant aussi de faire l'analogie avec la musique, donc parce qu'en musique, effectivement, on va aussi parler de rythme régulier et de rythme irrégulier, de façon différente, bien évidemment, mais
Le rythme régulier en musique, hein, c'est un rythme qui est caractérisé donc par une répétition uniforme, hein, et prévisible de motifs donc rythmiques, hein. Les temps forts et faibles se succèdent selon un schéma régulier. Les mesures sont généralement donc divisées en subdivisions égales. Par exemple, un 4 temps par mesure divisé en croche ou en double croche. Donc voilà, vous avez effectivement, je l'ai dit par rapport tout à l'heure, un rythme cardiaque, donc un rythme comme ça à deux temps qui fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous avez l'exemple d'un rythme régulier. Ensuite, on a des rythmes à quatre temps, par exemple, qu'on retrouve souvent dans le blues ou dans le rock. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc là, vous avez effectivement quelque chose qui peut exprimer une régularité et qui, bien évidemment, en musique est quelque chose de fondamental, hein, pour ceux qui font un peu de musique, qui jouent quand on joue en groupe, on sait que effectivement, on doit tous se caler sur le même rythme et que ce rythme doit être régulier pour pouvoir jouer ensemble. Pour autant, il existe en musique également un rythme irrégulier, hein, donc, qui présente donc là une structure moins prévisible et des motifs rythmiques donc non uniformes. Donc les accents et les divisions du temps peuvent varier de manière imprévisible. Les menus peuvent être divisés en groupes de temps inégaux, comporter des changements rythmiques fréquents. Donc là, effectivement, on est dans quelque chose qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On part effectivement dans quelque chose qui est beaucoup plus anarchique, on va dire, dans un rythme qui est irrégulier. Donc tout ça pour vous dire, on parle de, de, de rythme, et c'est de ça dont il est un petit peu question effectivement en analyse quand on va mettre en place donc un cadre psychanalytique qui implique donc une régularité. Euh, dans cette mise en place de la régularité, donc ce qui est à noter, bien évidemment, et vous le savez, c'est la fréquence donc des séances, hein, donc ces séances. En général, donc, c'est une à plusieurs séances par semaine, donc sur un rythme régulier. Donc, par exemple, aujourd'hui, en 2023, on est généralement, en termes de pratique, on est environ à une, deux séances par semaine. Donc, bien évidemment, cette fréquence, elle varie selon la demande de l'analysant, selon la disponibilité. Hein. Donc, il y a la demande, il y a des disponibilités, il y a les moyens aussi, hein, les moyens de l'analysant, les possibilités. Donc, il y a tout un ensemble de facteurs aussi qui vont déterminer cette fréquence. Ensuite, il y a la question des horaires fixes. Donc, quand on parle de régularité, on sous-entend aussi qu'il y a des horaires fixes. Donc, c'est-à-dire que les séances sont planifiées à des horaires donc fixes, à un jour fixe, hein, ce qui va contribuer donc à instaurer une structure temporelle fiable. Hein. Mettons, on se voit tous les jeudis à 19h30. Donc là, effectivement, horaire fixe, jour fixe. Ensuite, ce qui implique également la régularité, c'est la durée de la séance. Donc, la durée, généralement, donc, elle est généralement stable. Hein. En général, on la détermine au tout début de la cure. On va dire qu'il y a une durée standard qui est de 45 minutes, La petite mais demi-heure, cette durée, elle peut varier hein, c'est le selon les écoles psychanalytiques. Ça peut être Pardon, 40. excuse-moi Frédéric, mais on est un peu gêné par le micro apparemment de Anne Cycliste qui est resté allumé. Pardon, excuse-moi. Alors ça, je Juste n'ai pas après. la main Non, mise. non, c'est bon, je l'ai éteint. C'est Ah, bon. ok. Donc, cette durée, elle peut effectivement elle varier je dirais selon les écoles psychanalytiques. Par exemple, on sait que les lacaniens pratiquent ce qu'on appelle les séances courtes, donc entre 10 minutes et 20 minutes, mais il y a des séances standards de 45 minutes. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui est à discuter, et c'est l'analyse, bien sûr, qui propose cette durée hein, selon sa sensibilité théorique.
Ensuite, il y a la question de l'engagement dans la cure, hein. Donc, on sait que, quand on entreprend une analyse, on sait que, contrairement à une hypnothérapie, on sait que c'est quelque chose qui est sur un long terme. Donc c'est pas quelque chose qui se fait sur 3 séances, hein. Une psychanalyse, ça se fait généralement sur une période allant de 1 an à plusieurs années. Donc on est aussi sur quelque chose qui est sur du long terme. Ensuite, ce qui est important de retenir, hein, c'est que, quand on pose un cadre avec une régularité des séances, eh bien, évidemment, ça provoque tout un ensemble de réactions qui est tout à fait normal, hein, chez l'analysant. Et que parfois, bien évidemment, dans la pratique, hein, donc on a une régularité, mais que parfois cette régularité, elle peut être stoppée pour plusieurs raisons, hein, parce qu'il y a des vacances, parce que parfois il y a un arrêt maladie, il y a une interruption donc temporelle et évidemment, ça peut créer une réaction chez l'analysant, une réaction qui pourra être travaillée, à un moment donné. En tout cas, évidemment, cette interruption, elle est intéressante parce que souvent, elle marque, l'irruption de quelque chose, hein, qui peut être la manifestation de l'inconscient. Donc, il y a une réaction, bien évidemment, chez l'analysant, hein. Le fait de proposer, une régularité, bon, éventuellement, comment peut réagir l'analysant? Il faut tout simplement se dire que, voilà, pour beaucoup d'analysants, cette régularité, elle est rassurante. Donc c'est très intéressant, bien évidemment, quand vous avez quelqu'un qui souffre d'une névrose d'angoisse, cette régularité, eh bien, elle apparaît effectivement comme nécessaire. C'est elle garantit un cadre qui rassure, donc un cadre qui sécurise et qui peut, bien évidemment, rendre possible un sentiment de confiance, voire déjà le fait même de poser cette régularité, ça peut installer une stabilité psychique chez l'analysant. Stabilité psychique qui peut-être justement faisait défaut dans la vie quotidienne de l'analysant. Donc le fait même de proposer une régularité, déjà, ça a un effet direct sur l'analysant. Alors, pour d'autres, par contre, effectivement, le début de traitement, la structure régulière peut au contraire susciter de l'anxiété. Vous voyez, vous avez les 2 possibilités. Autant la régularité, ça peut créer chez certains quelque chose de rassurant, autant chez d'autres, effectivement, la régularité des séances peut provoquer de l'anxiété, ce qui explique que chez certains, eh bien, il y ait du retard, il y ait parfois tout simplement des oublis. On oublie notre séance parce que quelque part, la régularité a créé de l'anxiété. Ça a créé un inconfort tout d'un coup parce que on est face à quelque chose qui se répète de manière régulière dans le temps et qui nous contraint à être autre chose que ce que nous sommes au quotidien. Puisque, eh bien, dans la séance d'analyse, eh bien, il y a aussi une ouverture à l'émotionnel, introspection, fait que on est dans un espace qui diffère de ce que nous connaissons habituellement. Donc, la régularité, elle nous amène aussi à répéter quelque chose qui peut être anxiogène pour nous, parce que on n'est pas habitué. Donc, l'anxiété elle-même, provoquée par la régularité des séances, peut devenir un sujet d'exploration, puisque le psychanalyste peut aider l'analysant à comprendre bien évidemment les sources de son anxiété et à travailler sur les résistances potentielles au processus thérapeutique, hein. Donc, vous remarquerez qu'il y a, voilà, il y a souvent on bute sur le cadre psychanalytique. On a toujours de toute façon un parti pris sur la question de la régularité des séances.
Il y a toujours quelque chose, en tout cas, on n'est jamais sans réaction par rapport à cette question-là. Donc l'adaptation au cadre. Au fil du temps, certains analysants, vont s'adapter à la question de la régularité, hein. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, on finit peut-être aussi par reconnaître que la régularité provoque quelque chose en nous. Donc on prend conscience également de l'impact de la régularité des séances sur notre psychisme. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la régularité des séances, eh bien, son utilité, c'est de mettre en lumière certains schémas qu'on répète dans notre vie. Donc c'est ça aussi l'idée de cette régularité, c'est que ça va nous aider à pouvoir repérer des schémas qu'on répète depuis fort longtemps. Donc ça offre une opportunité, bien évidemment, d'explorer ces schémas inconscients. Alors, si l'analyste propose et pose un cadre avec une régularité des séances, il faut toujours garder en tête que cette régularité peut être tout simplement modifiée. Donc, la discussion sur la régularité est toujours ouverte. L'analyste encourage toujours un dialogue avec l'analysant. Et si on a besoin de modifier la fréquence, si on a besoin de changer, parce que parfois un analysant peut nous dire, voilà, j'aimerais avoir plus de séances. Ce qui arrive, hein, en disant, voilà, une séance, finalement, l'analysant se rend compte qu'une séance par semaine, c'est pas suffisant. Un analysant pourra très bien vous dire, voilà, j'ai plus de choses, j'ai trop de choses à dire, une séance par semaine, c'est pas suffisant. Voilà, j'aimerais peut-être 2 voire 3 séances par semaine. Ou au contraire, on a un analysant qui dit: «Bah, voilà, j'arrive pas à me retrouver avec une séance par semaine. J'ai pas assez de choses à dire, je voudrais espacer, donc j'aimerais bien une séance tous les 15 jours». Donc tout ça doit être discuté. Tout ça doit être aussi interprété. Parce qu'il s'agit de voir derrière cette demande, est-ce qu'il s'agit d'un désir conscient ou est-ce qu'il s'agit d'une peur déguisée? Est-ce que, par exemple, l'analysant qui vous dit, voilà, moi je voudrais espacer parce que voilà, j'ai pas assez de choses à dire, mais en réalité, derrière, ça cache autre chose. Ça peut cacher le fait que l'analysant, tout d'un coup, arrive pas à dire qu'il n'a pas assez d'argent pour payer sa séance et que ça l'arrangerait financièrement de passer à une séance tous les 15 jours. Donc, vous voyez à quel point c'est important d'en discuter parce que peut-être que quelque chose n'arrive pas à être dit, à être verbalisé. Je vous dis ça parce que la question, bien évidemment, de l'argent est souvent une question qui n'est pas verbalisée. En majorité des cas, quand il y a un désir de modification, et en tout cas de ralentir le rythme ou la fréquence des séances, c'est souvent aussi derrière, il y a une peur vis-à-vis de l'argent, il y a une peur de ne pas pouvoir payer. Donc, cette question-là, elle est essentielle aussi. Donc, l'évaluation des besoins, c'est-à-dire l'analyste évalue aussi les besoins de l'analysant, donc éventuellement les objectifs thérapeutiques. Parce que dans des moments de crise, parfois, parce que effectivement, selon les périodes, il peut être utile, louable d'augmenter les séances sur des périodes effectivement qui peuvent être bouleversantes. Vous suivez un analysant, tout se passe bien et tout d'un coup, il vous annonce qu'il est en plein divorce, qu'il vient de perdre sa mère et donc il y a un chamboulement au niveau temporel et donc une survenue, par exemple, de la névrose d'angoisse, une névrose d'angoisse qui s'intensifie. Il peut être aussi parfois judicieux de modifier la régularité des séances et de proposer davantage de séances. Donc, les décisions
concernant la régularité sont prises toujours de manière collaborative. Hein. L'analyste prend en compte à la fois les indications cliniques, hein, donc ce que peut dire un symptôme, et en même temps la disponibilité de l'analysant. Donc, si modification il y a, l'analyste peut toujours discuter des raisons qui sous-entendent de telles modifications, explorer comment elles peuvent influencer le processus analytique, tout simplement. Les modifications elles peuvent être bien sûr introduites de manière progressive. On n'est pas obligé de faire quelque chose de brutal. On peut tout doucement transformer le rythme. On peut y aller en douceur. On peut essayer de le faire de sorte que on puisse éviter quelque chose de trop brutal pour l'analysant. Et puis, bien sûr, l'analyste reste attentif, encore une fois, aux réactions de l'analysant face à tous les changements, puisque un changement de cadre peut créer une anxiété éventuelle. Et ça peut être analysé à l'occasion de séances. Alors, essayez de comprendre, bien évidemment, vous aurez compris que selon la régularité qui est posée, on n'a pas les mêmes effets. Si on fait 5 séances par semaine, on va travailler différemment et on n'aura pas les mêmes résultats par rapport à un cadre qui présente, par exemple, 2 séances par mois. Je vous prends l'exemple. Concernant justement l'intensité et la profondeur, 5 séances par semaine, on est donc sur ce qu'on appelle une fréquence élevée. Et bien évidemment, là, on est dans ce qu'il y a de plus intense, ce qui est plus intense dans une séance. En gros, ça permet une exploration plus soutenue du matériel psychique. Et encore une fois, en fait, ce qui rentre en compte dans la régularité, c'est l'immersion. Si vous voulez vraiment un exemple concret, prenez le cas d'un livre, d'un roman. Vous voyez la différence. C'est-à-dire, prenez un roman, et un roman que vous lisez tous les jours, tous les soirs, à la même heure. Eh bien, si vous lisez tous les soirs, tous les jours, ça ne va pas avoir le même effet que si vous lisez un roman 2 fois par mois, et ce qui laisse passer les temps de lecture. C'est quoi la différence? Voilà, je l'ai mis tout de suite. La grande différence, c'est l'immersion. L'immersion, elle est plus importante quand vous lisez un roman de manière, de manière, on va dire, quotidienne. Alors que si vous espacez ces temps de lecture, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc tout bête, mais c'est que l'espacement des séances ne rend pas service, si vous voulez, n'aide pas à la mémoire, tout simplement. Parce que s'il y a des séances aussi régulières, c'est pour justement soutenir notre mémoire qui est défaillante. Et faites l'expérience. Parce que lire un roman 1 à 2 fois par mois, c'est quoi le problème? Vous avez lu un chapitre il y a 15 jours, 3 semaines, le problème c'est que vous l'avez oublié le chapitre. Vous avez oublié. Donc il faut y revenir. Donc vous perdez du temps. Alors que si vous lisez un livre ou si vous regardez une série, vous la regardez tous les jours, vous êtes dedans. Vous ne perdez pas le fil. Alors que plus vous espacez les temps, eh bien, plus vous oubliez. Et c'est ce qui se passe dans les séries, par exemple. Vous avez regardé la première saison de Walking Dead. Et puis, il y a ensuite, pour la deuxième saison, il va y avoir 1 an, voire 2 ans d'attente. Le problème, c'est que vous avez oublié ce qui s'est passé lors de la première saison. Donc l'immersion, elle est plus compliquée. Parce que vous allez devoir être obligé de revenir sur la première saison pour vous rappeler ce qui s'est passé.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font dans les séries souvent? Ils vous font, à chaque nouvelle saison, ils vous font un rappel de la première saison. Parce que, bien évidemment, on a oublié. Donc, vous voyez, l'intensité, elle est pas anodine, hein, elle permet de renforcer l'immersion, elle permet d'être au plus près de ce qui se passe, au niveau des rêves, au niveau de l'inconscient. Donc 2 séances par mois, donc c'est une fréquence plus espacée, ça rend le travail analytique donc moins intensif. Mais bien évidemment, ça reste toujours louable. Ça reste toujours louable, mais bien évidemment, il y a moins d'intensité. Concernant le processus de rêverie, 5 séances par semaine, donc c'est une fréquence plus élevée, qui offre davantage d'occasions pour l'analysant et le psychanalyste d'observer tout simplement les motifs récurrents, facilitant ainsi le processus de rêverie et l'interprétation des associations. Donc forcément, si j'arrive à interpréter un maximum de rêves, ça va me donner aussi la possibilité de vérifier, de cibler un maximum de motifs récurrents. Alors que si j'ai un rêve tous les mois, bien évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi, l'analyste et pour l'analysant, de pouvoir repérer les motifs récurrents. Donc, l'analyse des associations, elle peut bien sûr se faire sur des événements, le processus de rêve donc peut se faire, mais on a encore une fois quelque chose qui sera moins continu. Donc, au niveau de l'élaboration du matériel, donc comprenez qu'une fréquence élevée donc, permet bien évidemment une élaboration plus rapide du matériel psychique. Donc, avec 5 séances par semaine, effectivement, c'est-à-dire que j'ai peut-être au moins 5 rêves par semaine, du coup, voire ce qui me permet effectivement de rassembler un matériel important. Donc, ça offre bien évidemment des opportunités conséquentes. Alors que 2 séances par mois, donc la fréquence étant plus espacée, ça demande aussi à l'analyse donc une concentration plus spécifique sur le matériel présenté et potentiellement donc voilà de travailler davantage sur son élaboration. Sur l'impact sur la continuité, donc à 5 séances par semaine, donc la continuité quotidienne favorise encore une fois une immersion constante dans le processus et minimise donc les interruptions. Parce que de la même manière, entre 2 saisons de séries télé, une interruption, ça a des conséquences sur le travail, sur la mémoire, sur ce qu'on arrive bien évidemment à retenir. Alors que 2 séances par mois, effectivement, cette fréquence moins élevée rend le travail plus discontinu. Donc ce qui peut influencer bien évidemment la cohérence du processus analytique. Je vous mets un cas clinique, hein. Je prends un cas clinique et essayons un petit peu aussi de comprendre l'avantage d'une régularité des séances. Donc, j'ai un analysant, il s'appelle Jean, il a 35 ans et il a une phobie qui est récurrente, hein, il a peur de conduire une voiture. Donc, contexte initial, donc Jean, voilà, il a une angoisse liée à la conduite. Donc ça fait des années et il fait tout pour éviter de prendre le volant, hein. Mais à un moment donné, ça affecte sa vie, familiale, sa vie, professionnelle. Donc, début de l'analyse, hein, Jean exprime, voilà, toute cette anxiété. Les premières séances, vont permettre de révéler, par exemple, les indices de conflits non résolus. Il y a des événements donc traumatiques en rapport avec, avec la conduite, avec la voiture, et cetera, voir ce qu'il a vécu étant enfant. En l'occurrence, un accident de voiture qui l'aurait effectivement marqué, dans l'enfance et qui a, certainement été à l'origine, je dirais d'une angoisse liée à la conduite. Donc la régularité des séances, hein, donc le choix donc qui a été fait avec, Jean, c'est-à-dire de faire 2 séances par semaine, eh bien sûr, la régularité nous a permis,
davantage de rentrer dans les racines de sa névrose d'angoisse et que la fréquence, cette fréquence élevée, donc offrait, pour ainsi dire, des opportunités hein, d'aller fouiller les souvenirs refoulés et d'aller toujours plus loin dans les mécanismes psychiques sous-jacents. Donc, au fil des séances, eh bien, il y a des résistances qui apparaissent. Hein, c'est ce qu'on cherche en analyse. Hein. Donc, la régularité, effectivement, va aider aussi à pouvoir mettre en lumière ces résistances, à mieux les explorer. Donc, la régularité, elle offre un espace où les émotions refoulées pourront mieux facilement émerger. Et puis, la régularité des séances donc, vont contribuer, si vous voulez, eh bien, tout simplement à désamorcer l'angoisse d'origine. Donc, la prise de conscience progressive des événements traumatisants va permettre à Jean de déconstruire aussi ces schémas de pensée anxieux. Parce qu'il faut il faut prendre en compte quelque chose de très important. C'est que la névrose d'angoisse dont il s'agit, cette névrose d'angoisse, elle est régulière. La névrose, elle est ce qu'elle est parce que, justement, elle s'inscrit dans une régularité. Et ceux qui savent ce qu'est une crise d'angoisse savent à quel point la crise d'angoisse s'inscrit elle-même dans une régularité. À quel point la crise d'angoisse, elle peut émerger tous les jours à la même heure, toutes les nuits à la même heure. Il arrive que des analysants me disent voilà, je me réveille toutes les nuits à 4 heures du matin. L'angoisse me prend toutes les nuits à la même heure. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la névrose, elle se construit dans la régularité. Elle se construit dans la régularité. Elle aime la régularité, la névrose. Pensez à la névrose obsessionnelle, c'est la même chose. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que la névrose, elle s'inscrit dans la régularité. Elle se répète dans le temps. Elle se répète tous les jours. Tous les jours, vous répétez le même schéma anxieux. Le même schéma, le même scénario. Tous les jours, tous les matins, il y a quelque chose qui se répète dans le temps. Voilà ce qu'est la névrose aussi. La névrose, c'est quelque chose de régulier. Donc, si nous, analystes, on veut agir sur cette névrose, eh bien, il faut pouvoir instaurer une régularité. Donc, cette régularité, elle va nous permettre de déconstruire les schémas inconscients. Résultat, hein, donc Jean, et ça qui est intéressant, et que la régularité des séances a permis tout simplement à Jean de prendre déjà une distance par rapport à ces schémas inconscients. Et du coup, cette prise de distance fait qu'il reprend tout doucement le volant, sans l'intensité de l'angoisse initiale. Donc là, la régularité des séances donc, fournit le cadre, un cadre propice à l'exploration en profondeur et la résolution des conflits inconscients liés à la conduite. Donc le cas clinique présent, il souligne l'importance de la régularité des séances dans l'analyse, surtout lorsque les résistants psychiques sont présents. Alors ce qui est en jeu, hein, vous comprenez bien, ce qui est en jeu, c'est que la régularité crée une continuité temporelle qui va favoriser la cohérence et la progression du travail analytique. Et c'est ça qui permet d'explorer en profondeur les dynamiques inconscientes. Deuxièmement, c'est de pouvoir observer des motifs récurrents. Une fréquence régulière des séances offre à l'analyste et à l'analysant la possibilité d'observer, d'explorer ce quelque chose que sont les motifs récurrents dans les associations. C'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe dans l'inconscient.
Donc, il s'agit bien évidemment de répétition des dynamiques inconscientes. Répétition, vous l'avez compris. C'est Nasio d'ailleurs qui dit que l'inconscient, c'est la répétition. Mais il a bien raison. L'inconscient, c'est bien la répétition. Et que cette répétition, elle est mieux observée avec une régularité des séances. Et que les schémas répétitifs dans les pensées, les émotions, les comportements peuvent être ainsi mieux identifiés, explorés plus efficacement. Ensuite, la régularité, ça, bien sûr, ça construit une élaboration progressive des matériaux psychiques. Plus vous êtes régulier, plus vous apportez du matériel. Cela offre à l'analysant, à l'analyste, l'opportunité de revisiter, de travailler sur des thèmes spécifiques à chaque séance. Et c'est ça qui va faciliter la résolution des conflits psychiques. Et puis, la régularité, ça contribue aussi à développer la relation thérapeutique. Ça consolide le transfert. Bien sûr, ça consolide le transfert. De la même manière que la régularité en amour, ça consolide les relations. Donc, ça favorise un espace où l'analysant se sent en sécurité pour explorer ces aspects plus profonds et parfois difficiles de sa psyché. Donc, ça met en confiance cette régularité. Et la régularité, voilà, ça aide à gérer les résistances. Et lorsque les résistances émergent, ça peut être exploré de manière beaucoup plus cohérente. Ça contribue encore à une compréhension plus profonde. Et puis la régularité, ça aide l'analysant, bien évidemment, à s'adapter donc au cadre de l'analyse, et ce qui le familiarise à une structure stable, qui peut-être il ne connaît pas dans sa vie professionnelle ou dans sa vie familiale. Et le fait de s'habituer à cette structure stable, ça donne envie de la répéter en dehors du cabinet. Voilà ce qui est en jeu. Alors, on va essayer maintenant de passer à autre chose, qui est la question de l'irrégularité. On a vu l'importance de la régularité. Et là, Lacan, là, il faut reconnaître à Lacan ce qui est à Lacan, et il apporte un chamboulement dans la technique psychanalytique, puisque Lacan est l'analyste historiquement qui remet en question la question de la régularité des séances pour introduire l'irrégularité. Donc, vous voyez que là où Freud impose le même jour, la même heure à l'analysant, Lacan fait exploser cette chose-là. Lacan, c'était du style à vous appeler à minuit et vous dire, bon, écoutez, je vous donne rendez-vous à mon cabinet demain, 7h du matin. Voilà. Et puis, voilà, il changeait de jour, il changeait d'heure. Ça changeait tout le temps. Donc, c'est lui qui a instauré cette irrégularité dans le process. Pour autant, cette irrégularité, elle est pensée de manière non pas anarchique, mais de manière très structuraliste. On va le voir. Déjà, comprendre qu'est-ce qu'il entend par irrégularité, Lacan nous dit déjà, il signifie la question de l'irrégularité du langage. Pour Lacan, langage, il est irrégulier. Il y a des failles, il y a des ratages dans le langage, il y a plein d'ambiguïtés. On n'arrive jamais vraiment à dire ce qu'on a envie de dire. Donc, le langage, c'est quelque chose qui rate tout le temps. Ce n'est pas quelque chose de régulier. Ça n'existe pas, la régularité dans le langage. Elle est fondamentale. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend la communication complexe et souvent sujette à des malentendus. Ce qui est incroyable, parce qu'on n'arrête pas de me dire qu'à l'APE, la communication, c'est jamais ça. Mais c'est normal, parce que la communication humaine, justement, ça n'est jamais ça. Justement. C'est toujours irrégulier. La régularité dans le langage, ça n'existe pas.
Voilà ce qu'amène Lacan. C'est pas banal quand même, hein. Puis l'irrégularité du sujet, parce que Lacan considère que le sujet est marqué par des contradictions internes, des désirs inconscients, des tensions psychiques, et que cette irrégularité, elle structure même elle structure la condition humaine. Le sujet, il est fait d'irrégularité, et c'est ça qui le constitue. Ah bah, le désir, c'est pareil, l'irrégularité du désir, bah, on en sait quelque chose quand même, hein. On sait très bien que le désir, il est tout le temps changeant, il est toujours insaisissable. Ça change tout le temps le désir. C'est contradictoire tout le temps. Donc l'objet du désir est souvent changeant et non fixé, ce qui contribue à une irrégularité dans la manière dont le désir se manifeste. Ah, la régularité, bien évidemment, de l'inconscient, hein, parce que bien évidemment, Lacan, il nous dit que l'inconscient est irrégulier. Ça ne suit jamais les règles de la logique. C'est pas cartésien l'inconscient, vous le savez bien. Donc, c'est structuré comme un langage, mais son fonctionnement reste énigmatique, marqué par des sauts, des ruptures, des associations libres, par des failles. Donc, et puis, bien évidemment, l'irrégularité, Lacan, il la souligne dans la relation analyste-analysant, parce que c'est marqué par des moments d'irrégularité, par de la résistance au transfert. Donc ces éléments, ils sont essentiels aussi pour explorer les dynamiques inconscientes. Alors l'irrégularité du symbolique, de l'imaginaire et du réel, bah, Lacan, effectivement, il reconnaît que dans ces registres-là, il y a une forme d'irrégularité qui est spécifique et qui contribue à la complexité même de l'expérience humaine. Et puis l'irrégularité comme source de création et d'innovation. Hein, pour Lacan, l'irrégularité n'est pas seulement une entrave, mais c'est ça qui est dingue, c'est que c'est la source de créativité, d'innovation, de nouvelles perspectives. C'est quand il y a de l'irrégularité qu'il y a de la découverte, qu'il y a de la transformation psychique. Comment on applique cette irrégularité de manière concrète dans la séance d'analyse? Bah, d'abord, il y a la rupture de la linéarité du temps. Hein. Lacan, il ne suit pas le modèle freudien des séances rigoureusement chronologiques. Il y a des interruptions déjà chez Lacan. C'est-à-dire, vous croyez avoir une séance de 45 minutes, et au bout de 5 minutes, Lacan, il vous dit « Au revoir monsieur, au revoir madame, c'est fini ». Ah ben voilà, hop, la scansion. Donc, voilà comment il provoque de l'irrégularité. Et parfois, il prolonge les séances. Hein. Vous croyez que c'est fini, puis bah, finalement, il va prolonger. Et puis parfois, il va vous dire allez à la salle d'attente et vous allez attendre 45 minutes. Il va vous faire revenir en séance, qui fait des réarrangements temporels. Donc, on crée de la dynamique. Il aime bien faire poireauter l'analysant dans la salle d'attente. Parce qu'il dit, vous avez rendez-vous à 14 heures, puis finalement, il vous fait attendre dans sa salle d'attente. Il y avait 2 salles d'attente d'ailleurs. Et puis, vous attendez 1 heure, 2 heures, et il vous fait rentrer. Bah, forcément, vous râlez, vous dites, mais vous êtes en retard, docteur. Et puis là, bien sûr, là, il vient vous répliquer, ah bon, je suis en retard, alors dites-moi-en, dites qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes énervé. Et puis, vous voyez, ça provoque quelque chose, hein, cette rupture de la linéarité du temps. L'émergence de l'inattendu, ce qu'il appelle la surprise, parce que les séances lacaniennes, c'est marqué comme ça par un truc un peu surprenant, farfelu, des trucs un peu dingues, des révélations, des débordements. Il vous fait faire des trucs, ou il fait des trucs qui sont inattendus, ou comme le coup de l'omelette, hein, le coup où il paraîtrait qu'il avait un petit réchaud à côté de son fauteuil. Parfois, le soir, il aimait bien faire cuire une omelette. Hein. Voilà ce genre de choses un peu inattendues, surprises, qui vient perturber encore une fois la régularité de la séance. Et puis, la multiplicité des registres de langage, parce que Lacan, il adore les différents registres de langage, hein, dans le symbolique, l'imaginaire et le réel.
Et ça crée des moments dissonants parce qu'il faut jouer avec le langage du dit Lacan, c'est-à-dire on a un registre, et puis on change de registre tout d'un coup, et puis on monte dans certains tons, des tonalités, on change, des trucs plus lents, des trucs plus rapides. On joue avec le langage, avec Lacan. Et jouer avec le langage, c'est, vous l'aurez compris, c'est changer de rythme. Donc on participe à l'irrégularité de la séance. Alors, lorsqu'une séance a une impasse, un blocage, donc là, Lacan là, il se mêle d'un truc, quoi. Il considère cela justement comme une opportunité pour explorer les limites du langage et les obstacles à la compréhension consciente. Et c'est ça qui révèle aussi les aspects inconscients. Et puis ce qu'aime Lacan par-dessous tout, et ça je le comprends, c'est déconstruire les attentes conventionnelles. Hein, Lacan a toujours remis en question les conventions, hein, de la relation thérapeutique, comme ça déstabilise le cadre, ce qui permet bien évidemment l'émergence de nouvelles perspectives, de mettre en lumière des dynamiques cachées. Et chez Lacan aussi, et ça c'est important parce qu'on dit des bêtises aussi sur Lacan, sur le fait qu'il ne remettait pas en question son autorité, mais tout au contraire, il n'a jamais cessé de remettre en cause son autorité d'analyste. Et Lacan ne se positionne pas en tant qu'autorité absolue dans la séance, hein, le fameux sujet supposé savoir, hein, donc il n'est pas là. Hein, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la fantasmatique. Donc, il ne se pose en aucun cas comme une autorité absolue. Au contraire, il encourage souvent les interactions qui remettent en question l'autorité de l'analyste. Et c'est ça aussi qui favorise donc une dynamique qui serait beaucoup plus égalitaire et émotionnelle. Et puis, les séances chez Lacan, ça peut être marqué par des moments émotionnels très intenses, hein, très parfois trop intenses. Mais c'est dans ces résonances émotionnelles que sont considérées, en tout cas, on va dire, les portes d'entrée dans l'inconscient de l'analysant. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Hein. On est bien évidemment dans quelque chose qui reste complexe, qui reste qui reste à l'ordre du débat. Hein. On a finalement deux fenêtres, deux possibilités devant nous. On peut jouer sur la régularité autant qu'on peut jouer sur l'irrégularité. Et de la même manière en musique. C'est-à-dire qu'en musique, on peut faire quelque chose de régulier, mais on peut faire, c'est pareil dans le jazz. Vous avez le jazz classique et vous avez le free jazz. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus irrégulier, de beaucoup plus discontinu. En analyse, c'est pareil. On pouvait jouer sur deux tableaux. Il n'y a pas, je dirais qu'il y a ces deux voies-là. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. En fait, elles amènent des choses différentes. Et à nous, en tant qu'analystes, de nous positionner, de proposer quelque chose à l'analysant. Et forcément, selon l'analysant, vous allez proposer quelque chose, adapté ou pas, quelque chose qui fera son effet, puisqu'on cherche à produire un effet. Alors peut-être que ça sera plus du côté de la régularité, peut-être que ça sera plus du côté de l'irrégularité. Mais il n'y a pas une méthode qui est supérieure à l'autre. Il faut oublier ce débat-là, et c'est un faux débat. C'est deux voies d'approche de l'inconscient, à chacun effectivement de faire ses armes, d'expérimenter ce que ça donne. Voilà, et qu'on peut l'expérimenter bien évidemment dans son propre cheminement, de voir ce que ça donne dans sa vie quotidienne, d'expérimenter la régularité comme l'irrégularité, et de voir effectivement comment l'inconscient se manifeste. Donc, ça reste toujours de l'ordre de quelque chose qu'on va expérimenter. Ce n'est pas un absolu.
hein. On reste sur, effectivement, des voies à explorer, à tester, à éprouver, pour le meilleur et pour le pire. J'ai dit. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Je pense que là, il y a beaucoup de c'est un champ à explorer, la régularité des séances et que vous avez beaucoup à dire ou l'irrégularité des séances. Alors, C'est à qui est vous. régulier, qui est Qui est irrégulier? allez-y, allez-y. Qui veut prendre la parole? Loïc. Oui. Alors, merci Frédéric de nous remettre un peu de musique aussi dans cette question de la régularité. Moi, la question qui me venait, tu parlais de musique, de rythme, ça m'évoque un petit peu la syncope en jazz, hein, qui va être une façon d'utiliser l'irrégularité pour ajouter justement un effet qui joue Mmh. sur cette logique régularité et irrégularité. On n'est jamais totalement l'un ou l'autre, j'ai l'impression. Quand tu évoquais cette dynamique entre d'un côté la récurrence de la continuité et de l'autre côté quelque chose de moins continu mais qui va obliger à une concentration, bah, ça me renvoyait à la question de l'attachement chez Bowlby. Parce qu'il y a aussi cette question-là qui se retrouve chez Bowlby, qui se retrouve chez Winnicott, du rapport du patient dans son angoisse à la perte de régularité, à la perte de continuité. Donc, dans quelle mesure, justement, quand on va être en travail, cette scansion, on va s'arrêter là, il n'est réellement puissant que parce qu'on a en même temps une certaine régularité. Parce que si on n'avait que de l'irrégularité, si on n'était que sur de l'instant présent, sur des choses courtes où on ne sait pas voir plus loin, ça va s'arrêter là, est simplement présent dans sa brutalité. Il ne permet pas de faire travailler justement cette disruption, cette discontinuité qui peut être source d'angoisse pour une personne, par exemple, qui ne serait pas stable. Donc, je ne sais pas ce que tu Mmh. peux nous dire peut-être là-dessus. Ouais, je pense que ce qui peut être, intéressant justement par rapport à ces 2 voies, c'est qu'elles sont complémentaires, mais en même temps, quand on voit que l'irrégularité chez Lacan, elle est de toute façon pensée par rapport à la régularité, toujours. Donc et c'est pour ça que j'ai introduit par rapport à la question du rythme cardiaque. Pourquoi? Parce que ce que je disais en tout début, c'est que s'il n'y a pas de régularité des pulsions cardiaques, c'est la mort. Donc ce qui fait que la vie est là, c'est aussi qu'on s'inscrit de toute façon dans une régularité et que c'est pas possible autrement. Et que même en musique, l'irrégularité qui existe dans le free jazz, qui existe dans certaines musiques, elle peut pas être continue. Elle n'est qu'un effet par rapport à la régularité, mais qu'on en revient toujours à la régularité, qu'on a besoin quand même, et que ça soit l'attachement, que ça soit le fait de s'inscrire dans l'existence, le fait déjà de s'inscrire dans un temps, puisque on est des êtres dans le temps, donc on est forcément contraint de nous positionner par rapport à une temporalité, et que la régularité, c'est ce qui est quand même le plus viable, le plus supportable en tout cas, par rapport à cette question du temps. Et je crois que le fait de s'inscrire, si on devait s'inscrire de manière continue dans l'irrégularité, pour moi, ça renvoie à s'inscrire aussi de manière définitive dans un pathos. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a de la souffrance. Parce que je rejoins ce que dit mon cardiologue, hein, quand il me dit: «Monsieur Vincent, attention, vous avez de la tachycardie, si vous continuez comme ça, c'est fini pour vous». Donc, il faut bien que je retrouve une régularité dans mon rythme de vie, autant que dans mon rythme cardiaque. Parce que sinon, c'en est fini pour moi. Donc, quelque part, l'irrégularité, c'est une opportunité, ce que dit Lacan. C'est une opportunité de pouvoir repenser sa régularité, de pouvoir repenser son rythme de vie. Donc, elle est pas antinomique, elle est même nécessaire au fait de pouvoir se recentrer
sur une forme de régularité. Et je dirais que l'analyse, finalement, c'est tout simplement essayer de penser son propre rythme de vie. C'est ça que l'analyse, elle permet, c'est de réfléchir sur son propre rythme de vie. Quitte à passer, bien évidemment, par des moments d'irrégularité. Mais à mon sens, l'irrégularité, ça ne peut pas être quelque chose de continu. Parce que, à mon sens, c'est effectivement inscrire, dans ce cas-là, c'est s'inscrire définitivement dans la pulsion de mort. Ce qui peut être un choix, hein, ça peut être un choix aussi, mais à mon sens, c'est aussi s'inscrire dans, je dirais, dans une existence morbide, dans ce cas-là. Parce que c'est ça aussi qui est pensé, hein, à travers, quand Freud essaye de penser la régularité et Lacan de la même manière, ce qu'ils essayent de penser, c'est quand même la question de la santé psychique. C'est ça qui est en jeu. Se dire que le meilleur atout pour la santé psychique, c'est la régularité quand même. Donc cette régularité, elle n'est pas anodine, elle n'est pas innocente. Elle joue un rôle. Au même titre que j'ai envie de dire que le musicos. C'est-à-dire que si j'ai envie de vivre ma musique, bah, j'ai aussi tout intérêt à trouver un rythme et une régularité. Vous voyez, c'est pas possible autrement. Je me vois mal essayer de vivre ma musique en jouant de la guitare une fois par an. Je sais pas, voilà, il faudrait qu'on me dise le résultat que ça peut donner. Si je devais jouer 1 heure de guitare par an, à quoi ça pourrait aboutir au bout du compte? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je veux dire, heureusement que les musiciens trouvent une régularité pour produire quelque chose, pour produire un chef-d'œuvre. Et je pense que sans cette régularité, c'est quelque chose qui est pas viable. Et autant pour un chef-d'œuvre que pour une vie humaine. Marie-Claude, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais savoir comment on peut annoncer en analysant une modification du rythme, comment on peut lui justifier sans forcément évoquer les résistances et comment on peut évaluer le risque en fait de le perdre ou si on veut si on lui propose des séances plus régulières, enfin plus rapprochées. Comment on peut évaluer ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas que ça vienne en fait de l'analyse en lui-même, ou lui suggérer plutôt que, ou faire en sorte que ça vienne de lui plutôt que de l'analyse? Alors, ça peut venir de lui, ce qui peut arriver, hein. Ça peut être une demande de l'analysant, et voilà, et puis bah, effectivement, voilà, c'est verbalisé. Et bon, ça en soi, ça pose pas de problème. Mais nous, en tant qu'analyste, bah, on peut peut-être aussi percevoir le fait qu'il y a un changement d'un coup, parce qu'il y a eu un événement, qu'il y a une souffrance qui est plus palpable, et qu'on considère que voilà, une augmentation des séances pourrait effectivement améliorer. Bah, généralement, j'ai envie de dire, sur la question de l'augmentation des séances, la plupart sont d'accord. C'est plutôt le coût des séances que ça pose problème généralement. C'est plutôt cette question-là. Donc ensuite, il y a toujours, moi je dis toujours, en fait, on peut toujours trouver aussi des arrangements. Parce que l'argent ne doit pas être un souci. C'est-à-dire que, mettons, vous avez une séance de 45 minutes par semaine, rien ne vous empêche de couper la poire en deux et de proposer, par exemple, 2 séances de 20 minutes par semaine. Vous voyez? C'est aussi des choses qui peuvent être pensées. On peut, et c'est Lacan qui nous a amené aussi le fait qu'on pouvait faire des séances plus courtes. Donc, on peut aussi penser les choses différemment. Donc on peut réinventer aussi la manière de faire, hein,
voilà, de pouvoir aussi discuter de la question du couple, parce que de toute façon, il faut que ça soit discuté de la manière la plus naturelle qui soit, en disant, bah, on est là pour parler librement et que je suis pas là pour jouer les instituteurs et dire c'est bien, c'est pas bien. On est là à essayer pour comprendre ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il y a des peurs? Parce que, bien évidemment, dès qu'on parle d'argent, souvent, bah, ça renvoie à des peurs, bien évidemment, puisque le système économique, il est lié aussi à l'exploitation des peurs. Donc c'est normal que ça vienne susciter des peurs. C'est normal, c'est fait exprès. Donc là aussi, Lacan dirait que c'est une opportunité aussi de pouvoir comprendre le lien qu'on a avec l'argent. Ça fait partie de l'analyse, de voir le rapport qu'on a et bah, les valeurs qu'on attribue, puisqu'il est question tout simplement de valeurs, d'importance, de qu'est-ce que ça signifie pour nous, qu'est-ce que ça symbolise. Et c'est une question qui est aussi importante à avoir en analyse, hein, puisque derrière, il s'agit aussi d'un investissement. Et ce que je trouve toujours intéressant, c'est qu'on a tous des références différentes sur la valeur des choses. Pour certains, je ne sais pas, investir 80 € par mois pour le câble, c'est quelque chose de tout à fait normal et naturel. Par contre, dépenser 80 € pour un restaurant, ça pourrait paraître choquant. Donc, on a tous un référentiel différent. Et ça, en réalité, c'est tout à fait irrationnel. Il n'y a rien d'objectif, hein. Je veux dire, ce qu'on attribue comme valeur aux choses, c'est quelque chose de complètement irrationnel. Il n'y a rien d'objectif. Donc, c'est important aussi de pouvoir en discuter. Ça fait partie aussi de ce qui est questionné en même temps sur la question de la régularité, hein, bien évidemment. Des questions, des réflexions? Voilà. Oui, Tristan? Oui, bonsoir Fred. Merci pour cette intervention, parce que du coup, c'est intéressant de voir un petit peu le modèle freudien et le modèle lacanien. Et autant ils sont différents, mais ils sont riches tous les deux de choses à comprendre, hein, parce que du coup, dans la régularité, on peut voir aussi plein de choses, et dans l'irrégularité, effectivement, on peut aussi voir d'autres façons de fonctionner de l'inconscient. On le prend un peu de dépourvu, on essaie de tirer au clair ce qu'il y a derrière, comment s'en explique le patient, etc. Ça peut être intéressant. Moi, je voulais revenir sur le cas clinique, si tu veux bien, pour comprendre un petit peu chez le patient, en fait, en quoi, par exemple, le matériel qu'il a apporté, par exemple, tu as évoqué un accident de voiture dans son enfance, en quoi après, dans les séances suivantes, par exemple, éventuellement, il pourrait y avoir des résistances ou d'éventuelles difficultés à en parler, et avec la régularité, comment justement il lâche un peu prise et peut-être il arrive peut-être mieux à en parler et puis à finalement se réapproprier cette partie de son histoire et finalement actualiser les choses. Mm. Tout à fait. En fait, je voulais prendre cet exemple parce que souvent, alors, j'ai eu le cas avec plusieurs analysants sur la question de la phobie liée à la conduite au volant. C'est quelque chose effectivement qui est récurrent et souvent, ça se passe un peu souvent de la même manière. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a un accident de voiture euh, dans l'enfance ou autre, il y a une sorte de traumatisme et bien évidemment, ça crée une résistance et la personne, dès qu'elle prend le volant, en fait, elle a l'impression de revivre l'accident. Ça crée effectivement une grande résistance et ça crée une peur qui est bien évidemment parfaitement compréhensible. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, ce type, je dirais, ce type de névrose d'angoisse, ça renvoie bien évidemment
à un manque de confiance, au fait qu'on a perdu, en tout cas, une certaine confiance vis-à-vis de la conduite automobile et que la régularité, des séances, elle dépend, et c'est ça que j'ai oublié de dire, elle dépend bien évidemment aussi du cadre même de la séance. C'est-à-dire qu'il faut aussi garantir à l'analysant le fait qu'il va être dans un espace sécurisant, le fait qu'il se sente bien, le fait qu'il se sente libre de dire tout ce qu'il a envie de dire. Donc c'est ça aussi, Alors en fait, le fait justement, de répéter ça dans le temps, ça recrée une confiance, en fait, une confiance qu'il avait perdue. Donc c'est ça qui est alors intéressant, justement, parce que créer ces conditions-là. c'est un accident de voiture et c'est certainement un adulte qui conduisait. Et là, Oui, c'est toi qui conduis la cure. Donc il est en plein transfert en plus. oui, Donc en l'histoire plus, de retrouver la confiance, elle se joue aussi dans le transfert. tout à fait. Tout à fait, elle est essentielle et bien évidemment, c'est dans le C'est vraiment transfert une histoire de qu'on va rétablir conduite le lien. humaine aussi. On n'est plus dans la conduite de voiture, on est dans de la conduite humaine. Et peut-être qu'il y Complètement, a une confiance envers l'adulte et sa confiance d'adulte à lui à retrouver derrière. tout à fait. C'est ça qui va se rejouer dans la régularité des sens, c'est-à-dire qu'il y a une répétition d'un espace transférentiel qui est extrêmement positif et qu'il avait perdu. Parce que c'est ça aussi qui est en jeu souvent dans la névrose, c'est qu'on a perdu quelque chose, on a perdu un espace transférentiel positif et que le cabinet est le lieu justement d'une retrouvaille. Le fait de retrouver quelque chose qui apaise, qui garantit quelque chose, qui pérennise. Et le fait que ça se répète dans le temps, eh bien, c'est aussi le fait de pouvoir répéter ça à côté du cabinet. Et, du coup, dans le transfert, il a choisi un homme, il a choisi toi. Qui est-ce qui conduisait la voiture? Les ampères. Merci. Effectivement. Donc, il n'y a rien d'anodin, bien évidemment. Il n'y a rien d'anodin quand ça joue au niveau du transfert. Christine? Bonsoir. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à verbaliser ce que je voulais dire ce soir. En fait, je pensais à la régularité et à l'irrégularité et je me disais, la vie quelque part du côté de l'irrégularité, mais elle a besoin d'un soutien de régularité. Comme par exemple, bon, les Mmh. séances régulières d'analystes, c'est la régularité et dans une séance, on parle de nos irrégularités, c'est-à-dire de tout ce qui nous a frappé, de Mmh. tout ce qui s'est passé. Alors, oui, je pensais comment dire? Au dessin animé, Alinéa, le petit bonhomme sur la ligne. Ouais. Alors la Ouais. ligne, c'est vraiment, ce qui est de plus régulier, hein. Il y a pas plus, voilà, régulier et le petit bonhomme et ben, il trouve des comment dire? Des incidents, des ruptures de ligne, et cetera. Donc ça, c'est quelque part, ce qui nous arrive à tous, et que comment dire? Je pensais aussi, à la respiration, inspiration, expiration, qui est vraiment la base même de notre vie, comme le cœur, hein. Si on arrête de respirer, bon, bah, c'est bon, hein, et la parole s'inscrit dans la respiration, c'est-à-dire qu'elle la coupe quelque part. Mmh. Donc, c'est toutes des petites réflexions qui me sont venues, en t'écoutant, voilà. Et Merci Christine. c'est vrai qu'on a besoin d'irrégularité pour se sentir vivant, pour Mmh. se comprendre. Si on ne bouge plus, si on ne fait plus rien, rien ne se passe et rien ne peut arriver à la conscience. Complètement, Voilà. complètement, exactement et je vous renvoie également au petit livre de Nietzsche sur la naissance de la tragédie grecque où, il parle de l'opposition entre Apollon et Dionysos. Apollon qui est dieu de la mesure, dieu de la régularité
et Dionysos, qui est justement dieu de la démesure, dieu de l'irrégularité, et que les deux sont nécessaires, que c'est ces deux polarités qui permettent finalement, qui assurent la vie elle-même. On a besoin des deux, finalement. Hein. Et c'est On a besoin des deux. intéressant de jouer un peu des deux dans sa vie, de ralentir, parce que Mm. on est tout le temps trop dans la vitesse quand on Ouais. travaille notamment. Et des moments où on peut ralentir sont extraordinaires. On peut vraiment se concentrer sur soi-même. Donc, Mm. c'est jouer En gros, on avec a ça, besoin des c'est deux. très Hein. intéressant. On a besoin des deux polarités. En fait, quand l'une prime ou prend le monopole, bah, c'est là Mmh. aussi on peut parler de pathologie. Mmh. Donc, pour vraiment conclure avec les mots de Jung, ce qui est intéressant, c'est l'individuation. C'est de conjuguer la régularité avec l'irrégularité. C'est ça qui est intéressant en réalité, c'est de conjuguer les deux. Mmh. Oui, merci. Merci Frédéric. D'autres questions? Merci Christine. D'autres questions, d'autres réflexions? Il n'y a pas d'autres questions ni de réflexions. Veux-tu que l'on s'arrête là ce soir, Frédéric? Oui, oui, parce Oui. que je commence à avoir faim. Voilà. Tu n'as pas ramené ton petit réchaud avec tes œufs? Tu Non, aurais non, pu non, non, faire j'aurais pu. la petite omelette à côté. Hein. Ouais, Bon, écoutez, merci à toutes et tous. À samedi à matin. samedi. Bonne Bonne soirée tout le monde. soirée. Au revoir. Bonne Au soirée revoir. Bonsoir. et bon appétit. Et bonne Bonne soirée. soirée. Oui, Bon bonne appétit. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.